Alors, en ce moment, il faut particulièrement s'intéresser au détroit d'Ormuz. Il est situé au Moyen-Orient, dans le golfe Persique précisément, entre l'Iran et ce petit bout de terre appartenant à l'Oman. Et le détroit, il est très étroit. Il fait 33 km de long, c'est genre la distance entre Calais et les côtes anglaises. Ce détroit est le passage obligé pour le commerce international du Koweït, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, de l'Irak, et il est emprunté par l'Arabie Saoudite, de grands pays pétroliers. Donc vous ne serez pas surpris d'apprendre que 30% du pétrole brut mondial transite par le détroit d'Ormuz, ce qui en fait le premier détroit en termes de circulation du pétrole au monde. Et se rajoute à ça aussi tout le gaz liquéfié envoyé par bateau par les entreprises qataries, qui représentent à elles seules 25% des échanges internationaux de GNL. Et en ce moment, autour de ce détroit, il y a une grande partie d'échecs entre différents pays et de grandes entreprises pétrolières. Une partie d'échecs que nous allons décrypter ensemble en parlant de notre premier joueur, la Chine. Alors en Chine, il y a une puissante industrie, notamment le secteur manufacturier, qui a de très grandes usines et qui a besoin d'une immense quantité d'énergie qui ne se trouve pas dans les sous-sols chinois sous forme de gaz ou de pétrole. Et donc pour faire tourner la boutique, l'économie chinoise a besoin d'importer beaucoup d'énergie au point d'être la première importatrice mondiale de pétrole. Et ça a deux conséquences. Déjà, les pays pétroliers ont du fric à se faire à commercer avec l'État chinois. Et surtout, l'économie chinoise est ultra dépendante des routes commerciales, autant pour son importation d'énergie que pour son exportation de marchandises. Il y a donc un enjeu majeur pour elle de sécuriser ces routes commerciales. Et en ce moment, la diplomatie chinoise, elle essaye de trouver des fournisseurs d'énergie en profitant notamment des sanctions. Alors, on va prendre un exemple qu'on connaît bien. Avec la guerre en Ukraine, les États européens mettent en place des sanctions contre le gaz et le pétrole russe. Alors, l'État russe doit trouver de nouveaux clients pour ses entreprises pétrolières, et quelle meilleure candidate que l'économie chinoise. Sachant qu'à ce moment-là, l'État chinois a le choix entre plusieurs fournisseurs dans le monde, contrairement à l'État russe qui est obligé de commercer avec l'économie chinoise et indienne, les seuls clients pouvant absorber une telle quantité d'énergie soudainement disponible avec les sanctions. C'est donc l'État chinois qui domine les négociations et impose un prix avantageux. Des accords sont alors signés, des projets de gazoducs déjà prévus sont accélérés et renforcés. Tout cela est intégré dans les grands investissements chinois des nouvelles routes de la soie, et petit à petit, les importations d'énergie russe dans l'économie chinoise augmentent, et ça grâce aux sanctions européennes, le tout passant par des frontières terrestres chinoises, donc bien plus sécurisées que les voies maritimes qui peuvent être bloquées par des conflits militaires ou la pression de l'armée états-unienne par exemple. L'État chinois a vu une opportunité avec les sanctions pour pouvoir importer plus d'énergie et sécuriser cet approvisionnement, et donc ils l'ont saisi grâce aux sanctions. Et c'est exactement cette logique-là qui s'applique aussi avec notre second joueur d'échecs de la partie, l'Iran. En 2017, les exportations de pétrole iranien dans le monde atteignaient 1,8 milliard de barils par jour, et puis viennent les sanctions économiques états-uniennes. Concrètement, ces sanctions, c'est l'État états-unien qui interdit à l'économie états-unienne de commercer avec une entreprise étrangère qui commerce elle-même avec l'Iran. Les comptes bancaires aux États-Unis peuvent être gelés, les dirigeants de l'entreprise n'ont plus le droit de poser le sol aux États-Unis, ils peuvent même finir en prison. Et là, évidemment, on parle de multinationales, donc elles ont beaucoup plus intérêt à commercer avec l'économie états-unienne, avec beaucoup plus de brevets, de débouchés, de clients, d'entreprises, qu'avec l'économie iranienne, évidemment. Donc petit à petit, les entreprises étrangères quittent le sol iranien, arrêtent de commercer avec l'économie iranienne, et les quelques boîtes françaises qui ont tenté de rester ont finalement dû payer des amendes de plusieurs milliards de dollars au trésor états-unien. À ce moment-là, une grande partie du monde cesse d'acheter du pétrole iranien et l'exportation de pétrole du pays chute avec les sanctions et après avec le confinement. Et ça, c'est une des grandes raisons qui explique la grande crise économique iranienne qui mène à une forte inflation, à une augmentation de la pauvreté, une augmentation des révoltes qui menacent la stabilité du pouvoir et qui vient justifier aujourd'hui un renforcement autoritaire et répressif de l'État qu'on avait déjà documenté sur cette chaîne. Une situation très délicate pour l'État iranien dont va profiter encore une fois les diplomates chinois
qui pointent le bout de leur nez pour renégocier avec l'État iranien de nouveaux accords énergétiques, encore une fois à leur avantage. D'où le fait que les exportations pétrolières iraniennes vers la Chine ont triplé ces 3 dernières années, avec comme objectif pour l'Iran d'exporter vers la Chine la quantité qu'elle exportait partout dans le monde avant les sanctions. Avec ça, l'Iran arrive à contourner les sanctions états-uniennes, son économie respire enfin en devenant le second fournisseur de pétrole de l'économie chinoise, de l'or noir qui passe par le détroit d'Ormuz. Quant à l'État chinois, qui est de plus en plus isolé du marché états-unien avec les sanctions qui se sont accélérées depuis Donald Trump, il trouve le pétrole nécessaire pour sa croissance économique. Dans cette histoire, la Chine est l'un des rares pays qui peut outrepasser les sanctions états-uniennes parce que l'économie états-unienne est pour l'instant encore très dépendante de l'économie chinoise. Ils ne peuvent donc pas mettre des sanctions partout. Sur quelques secteurs, oui, mais pas sur toute l'économie chinoise. Et ça, l'État chinois le sait bien et donc il en profite pour lier des alliances avec les pays qui subissent les sanctions états-uniennes. Et à ce moment-là, l'économie chinoise et donc l'ensemble de la société chinoise dépend dorénavant de la stabilité de ce petit détroit de 33 km de large, le détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'État chinois cherche à ne pas dépendre que d'un seul fournisseur. La Chine a alors entrepris de grandes actions diplomatiques, et ça avec de nouvelles alliances, notamment en rapprochant l'Iran et l'Arabie saoudite, supposés être des ennemis historiques. Le royaume saoudien, qui est devenu avec les années un grand exportateur de pétrole vers la Chine, non pas à cause des sanctions cette fois, mais parce que l'exploitation du pétrole de schiste états-unien à partir de 2008 a rendu les États-Unis indépendants en termes de pétrole. Ils ont donc arrêté d'importer le pétrole saoudien. En parallèle, l'État saoudien jouait au même jeu de stabilisation de la région pour faciliter le commerce avec la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe récemment et l'établissement de liens diplomatiques avec Israël, imitant alors d'autres pays de la région comme les Émirats arabes unis. Et évidemment, cette prouesse économique et diplomatique a totalement été remise en cause par la guerre en Palestine, tiens. Une guerre qui a permis notamment le grand retour du géant états-unien dans le Moyen-Orient. Les États-Unis, c'est évidemment notre 3e joueur d'échecs. Que oui, il y a 3 joueurs d'échecs dans cette partie d'échecs. C'est un peu particulier. En fait, le tableau, c'est une forme de triangle. Le gouvernement et les multinationales états-uniennes voient bien là leurs concurrents économiques contourner leurs sanctions pour nouer des liens commerciaux et diplomatiques très forts avec les pays du Moyen-Orient et développer le commerce et les investissements, domaine de prédilection d'une finance et d'une industrie chinoise qui a besoin de se déverser à l'étranger pour continuer de croître. Il reste alors au gouvernement états-unien une carte, sa carte maîtresse, celle utilisée lorsque les sanctions économiques ne fonctionnent plus. Et bien cette carte, c'est le militaire. Dites-vous que le budget de l'armée états-unienne est supérieur aux 10 autres pays les plus dépensiers dans le domaine. Leur armée est la plus diversifiée, la plus avancée techniquement et malheureusement la plus expérimentée. D'autant que par de malheureux accidents là aussi, l'armée irakienne et syrienne au Moyen-Orient ont quasiment été démantelées et la puissance militaire russe s'enfonce dans une guerre d'artillerie interminable contre les États-Unis. Non, contre l'Ukraine, pardon, j'ai confondu. Et ces guerres en Palestine et en Ukraine, ainsi que la hausse des budgets militaires partout dans le monde, permet à l'économie états-unienne de se relancer après la crise post-Covid avec des industries qui n'ont jamais construit autant d'usines et des exportations massives d'armes, l'économie états-unienne étant la première dans ce domaine. Et lorsque l'industrie de l'armement va bien aux États-Unis, tu as des dizaines et des dizaines d'autres secteurs qui sont liés à ça qui vont très bien aussi. La guerre est un moyen pour le gouvernement états-unien de répondre à un problème interne, mais c'est aussi un moyen pour lui de faire joujou à l'international. Si on revient dans la région du Moyen-Orient, on se rend compte donc que l'armée états-unienne, grâce à ces guerres, il se retrouve sans véritable concurrent d'un point de vue militaire. Sachant qu'en plus, la plus grande force de l'armée états-unienne, c'est sa marine. Ils ont donc pu profiter de la guerre en Palestine pour avancer 2 grands porte-avions en Méditerranée afin d'assurer le soutien militaire nécessaire à l'épuration ethnique organisée par l'État israélien, mais ça a aussi permis en même temps d'avancer notamment des sous-marins tactiques qui peuvent eux lancer des missiles Tomahawk dans une grande partie du Moyen-Orient. Mais l'armée états-unienne ne s'est pas arrêtée là. Le porte-avions USS Eisenhower est depuis quelques jours au détroit d'Ormuz, accompagné avec lui
composé de destroyers, de croiseurs, de sous-marins, de forces spéciales et aussi de Rafale de l'armée française qui rejoint la fête. Ce qui signe là le grand retour militaire des États-Unis dans le Moyen-Orient après avoir abandonné l'Afghanistan aux talibans, aujourd'hui en guerre contre l'Iran. Tiens. L'objectif de la présence militaire états-unienne à Ormuz est clair, mettre la pression sur l'Iran et ses alliés, désignés depuis des semaines par la propagande états-unienne comme responsables de la déstabilisation de la région, y compris concernant l'attaque en Israël du 7 octobre. Dorénavant, n'importe quelle cible dans la région peut être atteinte par des missiles états-uniens, de quoi dissuader l'État iranien d'entrer en guerre contre Israël. Et cette présence militaire, elle change tout aussi pour les routes commerciales, et notamment pour le détroit d'Ormuz, car aujourd'hui, ce détroit-là, ce trafic maritime-là, est conditionné aux décisions de l'armée états-unienne qui peuvent appliquer le blocus contre l'Iran de façon militaire cette fois. Alors qu'avant, c'était juste avec des sanctions économiques. Sachant que, petit truc rigolo, c'est que l'État états-unien n'a pas signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et considère le détroit comme étant des eaux internationales non gérées par l'Iran et l'Oman. Une grosse pression militaire mettant dans une situation très délicate l'État chinois, devenu quand même pas mal dépendant du trafic pétrolier du détroit. D'où les déclarations de la diplomatie chinoise qui ne cesse logiquement d'appeler à un apaisement du conflit en Palestine et donc à une sécurisation de ces précieuses routes commerciales. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas croire les propagandes quand ils disent qu'il s'agit juste de rétablir la démocratie ou alors les grandes vertus comme ça ou alors même de détruire le Hamas. Non. Il y a toujours plusieurs opportunités dans une situation et c'est pour ça que les puissances impérialistes comme les États-Unis ou la Chine agissent. Mais dans cette histoire, l'État iranien, notre second joueur d'échecs, n'a pas dit son dernier mot. Et de toute façon, il n'a pas trop le choix, vu que pour eux, une occupation militaire de leur détroit par l'armée états-unienne pourrait signifier une mort économique et un blocus véritable qui mettrait à terre l'économie du pays. Et pour lutter contre cette présence militaire, le gouvernement iranien peut jouer de son influence et de ses corps maritimes de son armée, soit 18 000 hommes, ainsi que les détachements des gardiens de la Révolution déployés en mer avec un total de 20 000 hommes. Une armée renforcée par le revenu du pétrole retrouvé grâce au commerce avec l'économie chinoise qui est utilisée ici pour résister face aux sanctions états-uniennes. Exemple, en avril 2022, un pétrolier iranien est arrêté par le gouvernement grec sous les ordres du gouvernement états-unien. Alors, un mois plus tard, les gardiens de la révolution iranienne investissent et bloquent 2 pétroliers grecs chargés de pétrole irakien dans le golfe Persique. Et ça durant 6 mois. La bataille s'intensifie donc dans le Proche-Orient et notamment dans le détroit d'Ormuz avec cette petite asymétrie que l'Iran y joue sa survie quand les États-Unis y voient plutôt un moyen efficace de faire pression contre l'économie concurrente chinoise. Et il y a certains articles qui prétendent qu'en cas d'escalade militaire et diplomatique, l'État iranien pourrait bloquer le très étroit détroit d'Ormuz. Ce qui semble assez peu probable vu la présence militaire états-unienne dans la région et en plus de ça, ça n'atteindrait pas directement l'économie états-unienne qui est indépendante en termes d'énergie. Le seul blocage significatif, ce serait le blocage du gaz qatari qui pourrait alors influencer l'économie européenne. Mais en réalité, même ça, ce serait une occasion parfaite pour les énergéticiens états-uniens d'augmenter leur exportation de GNL en direction de l'Europe pour remplacer le gaz qatari, sachant que 55% du GNL vers l'Europe sortent déjà des raffineries états-uniennes. Autre indice que l'Iran n'a pas bloqué le détroit, l'entreprise Total avait lancé un projet de port GNL après le détroit d'Ormuz pour éviter ce genre d'emmerde. Sauf que récemment, ils ont préféré renforcer leur installation déjà présente dans le golfe Persique, donc avant le détroit. Donc c'est-à-dire que Total et l'État français, parce qu'il y a ça derrière aussi, eux, ils n'ont pas peur que la situation qui empire année après année n'entrave un jour réellement leur business. Mais il n'y a pas que le blocage du détroit d'Ormuz qui est possible, car l'État iranien peut aussi compter sur ses proxys, comme l'appelle la propagande états-unienne, c'est-à-dire des milices armées pro-Iran présentes dans tout le Moyen-Orient, et notamment au Yémen, dans un autre détroit, le détroit d'Al-Mandab. Un détroit qui donne sur le canal de Suez et par où passe 40% du flux maritime de marchandises du monde cette fois.
La principale milice pro-Iran dans cette région, ce sont les Houthis, armés, financés et formés par les gardiens de la révolution iranienne et qui agissent souvent dans les intérêts iraniens et leur offrant une position extrêmement stratégique. Visé par la propagande et les positionnements militaires états-uniens, le gouvernement iranien a agi à travers les Houthis qui ont déclaré rapidement la guerre à Israël après le 7 octobre. Ils ont lancé des missiles sur Israël sans grand résultat avant d'opérer une autre opération plus efficace, l'attaque de pétroliers israéliens dans la mer Rouge qui se sont multipliés ces derniers jours. Dans le détroit d'Ormuz, c'est la présence états-unienne qui met la pression contre l'Iran et dans le détroit d'Al-Mandab, c'est la présence Houthi qui met pression contre Israël et donc fatalement contre les intérêts états-uniens dans la région. Et dernièrement, les Houthis, et pas les Houthis, la dyslexie je te jure, ont directement attaqué 3 navires en mer Rouge avec des images plutôt impressionnantes. Les navires étaient sous pavillon panaméen et n'ont subi que des dégâts mineurs. Le gouvernement états-unien a lui promis d'envisager, je cite, toutes les réponses appropriées en coordination avec les alliés et les partenaires internationaux. Une étape de plus donc vers l'escalade militaire dans la région. Et si les Houthis ne peuvent pas bloquer totalement évidemment le trafic maritime dans la région, eh ben ça fait quand même augmenter le prix des assurances pour le trafic commercial et notamment pour les entreprises israéliennes qui sont plus menacées d'être attaquées que les autres. Le site ICI Beyrouth rappelle que suite à l'attentat mené contre le pétrolier français Limburg en octobre 2002 au large du Yémen, les primes d'assurance pour les pétroliers avaient triplé. Les Houthis ne peuvent donc pas bloquer le détroit, mais ils peuvent mettre la pression sans que l'État iranien n'ait à assumer pleinement ses attaques. L'Iran n'est donc pas sans ressources. Avec son alliance un peu obligée avec la Chine, ils arrivent à dépasser les sanctions états-uniennes et à respirer un petit peu. De plus, leur puissance militaire positionnée à la fois sur le détroit d'Ormuz et à Al-Mandab leur permet de perturber le commerce mondial et rappeler au camp états-unien ce qu'ils auront à perdre de les attaquer militairement. Et de leur côté, l'indépendance et la puissance états-unienne restent sans égal et menacent d'appliquer militairement le blocus de l'Iran qui passait jusque-là par des sanctions économiques. L'affrontement Iran-USA se renforce donc avec l'aggravement de la guerre en Palestine, un rapport de force qu'on peut mesurer en analysant, comme on vient de faire, l'actualité du détroit d'Ormuz. Et pour conclure, on va donc dire que pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut en partie regarder les routes commerciales. C'est là où circule l'immense partie des marchandises. Et dans les détroits, ces routes commerciales se concentrent et se concentrent aussi donc tous les enjeux que ces routes commerciales portent, notamment les enjeux économiques. Donc l'analyse de ces routes commerciales, c'est une grande partie de l'analyse géopolitique qui permet de comprendre les événements internationaux. Des événements qui se multiplient ces derniers temps, notamment à cause de la crise économique, la concurrence se renforçant entre les grandes entreprises du monde, les alliances se développant entre les États et les économies pour développer des marchés, et aussi les actions diplomatiques et militaires pour empêcher ces alliances, pour lutter contre cette concurrence et modifier les routes commerciales ainsi que ses enjeux. Et dans cette guerre, chacun utilise ses atouts, que ce soit l'industrie chinoise, l'armée états-unienne, la piraterie iranienne, etc. Et dans ce contexte, évidemment, les puissants savent quoi prendre en compte. Par exemple, l'administration états-unienne ne compte pas les morts de la guerre d'Ukraine, mais le nombre de milliards de dollars d'exportation de gaz et de pétrole de schiste que cette guerre a fait gagner à ces entreprises énergétiques. De même, la guerre en Palestine intéresse les puissants car elle change d'un coup les règles du jeu. D'un coup, avec la guerre en Palestine, il est possible d'envoyer ces bateaux de guerre près des côtes iraniennes et perturber par les pressions militaires la lune de miel capitaliste entre les économies iraniennes, russes et chinoises que cette dernière coordonne. D'un coup, le développement économique chinois est dépendant d'un rapport de force militaire qui doivent opposer à l'armée états-unienne qui peut alors prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, ce qu'ils feront si par exemple Taïwan est attaqué par l'armée chinoise. La géopolitique, ce n'est donc jamais qu'une histoire de guerre à un seul endroit, c'est une partie d'échecs en permanence partout sur la Terre en même temps. Mais tout ça, ce n'est pas la société. Ce qu'on vous dit, c'est que les routes commerciales concentrent les grandes parties des enjeux capitalistes internationaux. C'est donc là qu'il faut regarder pour comprendre ce qui se passe et se dire en bon révolutionnaire, maintenant je comprends le monde, comment je fais pour le transformer. Car les pions et les échecs, ça reste une métaphore, l'action populaire, elle, n'en est pas une.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est bon pour l'algorithme, donc ça fait partager cette vidéo à plein de gens que tu connais pas. Et surtout, cette vidéo, elle a été écrite à partir des recherches de Paul, corrigée par Déby, je l'ai tournée, et puis après Kouro l'a montée, Nina a fait la vignette, et puis après tu as Camille qui a coordonné tout ça, et tu as d'autres gens du canard qui ont travaillé en parallèle sur la quotidienne ou sur les autres vidéos que vous allez bientôt découvrir. Donc un grand travail d'équipe qu'on fait en toute indépendance, qu'on essaye de développer jour après jour, mois après mois, et pour ça on a besoin de votre soutien. Donc si tu veux qu'on puisse continuer dans cette indépendance et ce développement, eh ben, on t'encourage à aller en description, il y a un lien Tipeee qui va nous permettre donc de continuer notre travail, de financer notre travail. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse sur la chaîne Canard Réfractaire, et puis tous les jours, quasiment sur la chaîne Actu Réfractaire, votre quotidienne d'information que vous trouverez aussi en description. Sur ce, amis réfractaires, des bisous.